Chapitre 4. Pris au piège du cyclope Polyphème. La mer changeante, violette ou grise selon l'humeur des vents. La mer, plate comme un champ sans moisson. La mer déserte où les oiseaux eux-mêmes ne s'aventurent plus. La mer immense, c'est la houle qui roule les bateaux. La mer vide et inhumaine, lisse, transparente comme un miroir, et que nous traversons sans nous en apercevoir, franchissant ainsi les 3 passages menant à l'autre monde. Par une nuit d'errance, nous naviguons à vue, quand soudain la lune se cache. Un brouillard dense entoure les bateaux. Nous n'avons plus aucun moyen de nous repérer. Nous nous appelons d'un pont à l'autre pour garder le même cap, ne sachant pas où la mer nous entraîne. Brusquement, de gros rouleaux nous échouent sur le rivage, avant même que les voiles soient affalées. Quelle mystérieuse main divine nous pousse ainsi sur la plage? Je suis inquiet. Quelques hommes restent sur les bateaux, les autres débarqués avec des vivres. En attendant l'aube, nous nous installerons pour dormir sur le sable. Restez groupés et ne vous éloignez pas du campement. N'allumez aucun feu qui pourrait nous faire repérer. Où sommes-nous? Les arbres encerclent la plage et prennent dans l'obscurité des formes monstrueuses. Cette nuit-là, je vois en songe le visage de Pénélope. Elle a l'air grave, penchée sur son métier à tisser. À la lueur d'une lampe à huile, elle défait un à un les dessins de l'étoffe de pourpre tendue sur son métier. Pourquoi? Un chien dort en rond à ses pieds. Tout dans la demeure semble figé. Elle est si proche et si lointaine. Mais l'aube, fille du matin, arrive et en un instant révèle ce qui hier était caché. Nous sommes échoués sur un îlot boisé où paissent des chèvres sauvages. Pas de culture ni d'animaux de trait pour tirer les charrues. Pourtant, la terre est riche et grasse. Elle pourrait donner de bonnes récoltes de blé et porter des arbres fruitiers. Même pour la vigne, le sol est généreux. Et puis, l'île offre une anse qui forme un port naturel, parfaite pour laisser les navires au mouillage sans jeter les ancres. On peut attendre ici, sans danger, les vents pour repartir. Il y a même une source claire comme de l'eau de roche au-dessus du port. L'îlot pourrait être habitable et prospère, mais il y a juste des chèvres. Ce gibier tombe à point. Les hommes s'emparent aussitôt de leur arc et d'épieux à longue douille pour chasser. Les dieux sont avec nous, la chasse est bonne. Et ainsi, du lever au coucher du soleil, nous festoyons de viande grillée et de vin doux tiré des amphores, sel volé au Kikon. Tout près de notre îlot se dresse une autre île, plus montagneuse. Elle est si proche de nous que l'on en devine les fumées des foyers, et l'on entend les brebis et les chèvres bêler. Elle m'intrigue. Qui habite cette terre? Au petit matin, n'y tenant plus, je décide de débarquer sur l'île voisine. Je suis curieux de rencontrer les habitants. Sont-ils des monstres sans loi et sans justice? Ou des hommes hospitaliers qui craignent les dieux? Vous, des autres navires, restez ici pour le moment. Moi, je pars avec mon bateau et mes seuls compagnons. Bientôt, nous atteignons à la rame l'autre rivage, et je repère au bout d'un cap une grotte, juste au-dessus de la mer. Elle est cachée derrière des lauriers sauvages. Des brebis et des chèvres sont parqués dans un enclos à côté. Un haut rempart de blocs de pierre et d'arbres, des chênes et des pins, encercle les lieux. Quel être étrange habite ici, pour vivre seul, à l'écart de ses semblables? Il me faut 12 braves qui exploreront la grotte de plus près. Les autres resteront à bord pour garder le navire. Soyez prêts à fuir au plus vite, si nous sommes en danger. Courage, inconscience ou défi, je veux rencontrer le propriétaire de cet antre. J'emporte l'outre de vin, offerte chez les Kikon, à Ismaros, par le prêtre marron, et une besace pleine de vivres. Quelques cadeaux à échanger en signe de civilité. Il a dû emmener ses bêtes paîtres. Profitons-en pour explorer les lieux. Des fromages sont alignés les uns à côté des autres sur des claies. Et puis, un peu plus loin, on trouve des étables pleines de chevreaux et d'agneaux, avec des jattes et des terrines pour le lait. Quelle puanteur insupportable! Un mélange de fumier et de lait caillé. Qui peut vivre ici? Ulysse, volons les fromages. Ramenons quelques agneaux et chevreaux au bateau. Et rentrons au plus vite, car les dieux seuls savent ce qui se passera si l'homme qui vit ici revient et nous trouve chez lui. Je ne les écoute pas. Ils ont beau insister, je veux rencontrer celui qui se terre dans cette grotte, avec bêtes et fromage, voir son visage et, s'il le faut, me mesurer à lui.
Nous l'attendrons là. Une razzia de fromage et de petit bétail, voilà tout ce que vous me proposez. Quel triomphe sans gloire! Sacrifiez plutôt aux dieux avant de manger les fromages et allumez un feu que l'on y voit plus clair. À cet instant, pourquoi ne les ai-je pas écoutés? Par orgueil ou par goût du combat? Un cyclope planté sur deux jambes colossales, aussi haut qu'une montagne, entre dans la grotte alors que nous somnolons, repus. Son visage monstrueux est troué d'un seul œil au milieu du front, aussi large et rond qu'un cratère de volcan. Il roule sans cesse dans une orbite tout injectée de sang. Sa bouche est énorme comme un gouffre. Un cyclope. Nous sommes dans l'antre d'un cyclope. Mes compagnons effrayés se réfugient tout au fond de la grotte, tandis que le géant s'affaire et rentre son troupeau de bêtes bien grasses pour les traire. Ensuite, il ferme l'entrée avec un énorme bloc de pierre. Nous sommes prisonniers. Aucun homme ne pourrait le soulever. Dans l'obscurité, le feu éteint, le cyclope ne nous a pas repérés. Il commence la traite des chèvres et des brebis bêlantes, fait venir sous chacune un petit et enfin sépare le lait. D'un côté celui qu'il utilisera pour les fromages, de l'autre celui qu'il conserve pour le boire. Après, il allume un feu avec un immense fagot et la grotte s'éclaire aussitôt. « Qui êtes-vous » rugit-il d'une voix si souterraine que nos cœurs éclatent de peur. « D'où venez-vous, comme cela par la mer? Êtes-vous des marchands ou des pirates, prêts à attaquer tous ceux qui n'ont pas la même langue qu'eux ?» Sa taille, son corps, son visage, tout est effrayant. J'ose lui répondre. « Nous sommes des Achéens, et nous venons de Troie. Tempête après tempête, les vents nous ont fait dériver en mer jusqu'ici, alors que nous regagnions notre terre natale et nos maisons. Mais peut-être est-ce la volonté de Zeus? Nous sommes des guerriers, des soldats du roi Agamemnon dont la gloire est connue aujourd'hui d'un bout à l'autre de la terre à cause de sa victoire sur Troie. Comme le veulent les lois de l'hospitalité, nous implorons ta protection à genoux. Et pour que s'établissent des liens entre nous, offre-nous, selon la coutume, des cadeaux. Crains les dieux et respecte notre demande, car tu le sais, Zeus, le dieu des dieux, défend les étrangers. Lui est hospitalier et c'est l'ami des hôtes généreux. Le cyclope aussitôt se met à rire d'un rire cruel et fruste. « Qui es-tu, misérable, pour me dire de respecter les dieux? Les cyclopes ne craignent ni les dieux ni les hommes. Nous n'avons qu'une loi, celle du plus fort, et ce n'est pas la peur de la vengeance de Zeus qui m'empêchera de vous tuer si j'en ai envie. Mais dis-moi plutôt, où as-tu laissé ton navire pour venir jusqu'ici? À l'extrémité du cap ou plus près? Je me méfie de lui et je lui mens. Poséidon, le dieu de la mer, a brisé mon bateau sur les rochers aux confins de ton île et le vent du large l'a entraîné au loin. Moi et mes compagnons, nous avons échappé de justesse à la mort. Le cyclope m'écoute à peine. Brusquement, il attrape deux hommes, d'un coup, et les assomme sur le sol. Et leur cervelle gicle, ensanglantant la terre. Il découpe mes compagnons membre à membre, et les dévore comme un lion affamé, sans rien laisser, ni les entrailles, ni la chair, ni la moelle des os. Jamais même dans les guerres les plus cruelles nous n'avons vu pareille horreur, se repaître de chair humaine. Puis le cyclope boit une grande jatte de lait, et, rassasié par sa barbarie, s'étend dans la grotte au milieu de ses bêtes et s'endort. Comment s'enfuir de cet antre puant, échapper à cette sauvagerie monstrueuse et rejoindre les bateaux? Inutile d'espérer le tuer en frappant d'un coup d'épée au foie, et même si, avec l'aide de Zeus, je réussis à le toucher, comment déplacer le bloc de pierre à l'entrée? Mes compagnons prostrés gémissent dans l'obscurité. Nous sommes piégés, les hommes restés au bateau ne savent pas où nous sommes. Qui de nous demain sera dévoré? Zeus, je t'implore. Au petit matin, le cyclope, comme à son habitude, allume un feu dans la grotte et commence la traite de ses bêtes, le partage du lait, et ainsi de suite. Ses travaux terminés, il nous cherche, son œil exorbité, roulant de tous côtés. Aussitôt, d'un geste prompt, il attrape encore deux de mes hommes entre ses pouces pour les manger. Bientôt repu et satisfait, il ouvre la porte de la grotte, fait sortir son troupeau et la referme aussitôt. « Nous allons tous y passer !» hurlent mes compagnons. « Pourquoi nous as-tu entraînés dans une mort horrible? N'avions-nous pas suffisamment combattu à tes côtés?
Jamais nous ne reverrons Ithaque. Qu'avons-nous fait aux dieux? Ce ne sont que cris et larmes. Je dois agir au plus vite. Par la force? Impossible, je ne suis pas de taille. Par la ruse alors? qu'Athéna m'aide une fois encore, et je tiens ma vengeance. Hier, près d'un enclos, nous avons repéré un jeune olivier coupé vert, un futur gourdin pour le cyclope. Il est long, d'un bon diamètre, et nous avions alors pensé qu'il ferait un solide mât de navire à 20 rameurs. Mais les cyclopes ne connaissent rien au savoir-faire des artisans ou des charpentiers de marine, ceux qui construisent nos bateaux. Ils ne distinguent même pas le bien du mal, ni la vérité du mensonge. Ce sont des bêtes sauvages, sans foi ni loi. Apportez-moi l'olivier, je vais m'en servir comme épieu, après l'avoir coupé à la bonne taille. Écorcez-le et polissez-le avec soin. J'aiguiserai la pointe. Par précaution, je la durcirai au feu. Nous cacherons l'épieu sous le fumier qui s'entasse dans la grotte. Maintenant, tirez au sort ceux qui devront crever l'œil du cyclope pendant qu'il dormira. Avant son retour, je vous expliquerai mon plan. Nous ne devons pas rater notre cible, c'est notre seule chance de rester en vie. Le sort désigne 4 hommes, ceux que j'aurais choisis moi-même si j'avais pu en décider. Tout est au point, mais si par malheur nous échouons. Quelques heures plus tard, nous entendons les pas effrayants du cyclope et les bêlements de ses bêtes. Il se fait tard et il rentre ses troupeaux à l'abri pour la nuit, refermant vite la grotte. Cette fois, il ne laisse aucun animal dehors. De qui se méfie-t-il? Sans un mot, le cyclope commence la traite des brebis et des chèvres, met de côté le lait pour les fromages et brusquement se jette sur nous. Attrape encore 2 hommes dans ses mains grasses et dégoulinantes. Ils hurlent et se débattent, mais il les déchiquette et les avale les morceaux de bras et de jambes, tout rond. Je dois agir vite, sinon nous allons tous mourir. Je lui tends une jatte de vin. Cyclope, bois donc cela pour arroser les chairs humaines. C'est ce que nous cachons dans nos bateaux, et je t'aurais offert une outre pleine de ce vin délicieux si tu nous avais accueillis selon les lois de l'hospitalité, nous aidant à quitter l'île et à revenir chez nous. Mais ta violence dépasse les bornes. Qui parmi nous autres mortels pourrait te demander asile après ce que tu as fait? Il vide la jatte d'un trait, et ravi, en demande une autre. Ici, au pays des Cyclopes, nous avons du blé sauvage, et la vigne qui pousse toute seule sous la pluie de Zeus porte aussi de belles grappes de raisin. Mais ton vin à toi est un nectar, de l'ambroisie, une boisson divine. Sois généreux, resserre-moi, et dis-moi qui tu es, pour que je te fasse un cadeau qui te plaise. Je le serre une deuxième fois. Il boit la jatte d'un trait, en redemande, et boit encore. Bientôt, l'alcool fait son effet et son esprit s'embrouille. Cyclope, puisque selon les règles de l'hospitalité tu me demandes mon nom, je vais te le dire, mais toi tu n'oublieras pas ce que tu m'as promis. Je m'appelle Personne. Personne, c'est le nom que mes parents et mes compagnons me donnent. À ces mots, tête renversée, il secouait d'un rire d'ivrogne. Eh bien, mon cadeau à moi, c'est que je te mangerai le dernier. Et cela dit, il s'écroule sur le dos, recrache du vin et des morceaux de chair en rotant, et s'endort. Sortez les pieux, vite, et chauffez-le sur le feu. Courage, nous allons nous en sortir. Athéna nous aidera, nous ne devons pas faiblir. Les 4 compagnons désignés s'emparent de l'épieu, durci à la flamme, et l'enfoncent dans l'œil du cyclope. Moi, placé juste en dessous d'eux, je les aide à le tourner, comme on fore une poutre pour un bateau. Nous tournons de toutes nos forces, et le sang gicle autour de l'épieu bruyant. La paupière et son sourcil grillent aussi. Le cyclope, soudain, rugit de douleur, et la roche tremble sous son cri. Nous nous enfuyons de tous côtés. Il arrache l'épieu, le sang coule partout. Il appelle, affolé, « À l'aide! À l'aide !» Et les cyclopes aux alentours l'entendent et accourent. « Qu'as-tu, Polyphème, à crier ainsi dans la nuit? Tu nous empêches de dormir. » Mais lui hurle de plus belle. Est-ce que quelqu'un te vole tes bêtes? Ou bien est-ce qu'un homme essaie de te tuer, par la ruse ou par la force? Polyphème leur répond, « Mes amis, qui me tue par la ruse? Personne !» Et il gémit de douleur. Les autres dehors ne comprennent pas. Puisque tu es tout seul et que personne ne t'agresse, nous ne pouvons rien pour toi. Tu deviens fou, c'est une maladie envoyée par Zeus. Implore plutôt ton père, le dieu Poséidon, de te guérir. Et sur ses conseils, ils repartent au plus vite dormir.
Si la situation n'était pas aussi dramatique, j'aurais aimé rire de les voir abusés par mon nom, par ma personne en quelque sorte. Le cyclope n'en peut plus, il vient. À tâtons, il ouvre la grotte et s'assoit à l'entrée, barrant ainsi le passage. Il pense sans doute que je suis assez bête pour essayer de sortir avec les troupeaux. Comment allons-nous faire? Quelle ruse imaginer? Nos vies sont en jeu. Les béliers, certains sont grands et gras, avec une toison de laine bien fournie. Si je les attache 3 par 3, je peux dissimuler un homme sous le ventre de celui du milieu, en le liant avec des tiges d'osier. Chaque homme sera ainsi porté par 3 béliers. Moi, je pourrais m'accrocher par les mains à la laine du plus gros sous son ventre. Il n'y a pas d'autre solution. Nous attendons l'aube avec inquiétude. Dès qu'ils le peuvent, les béliers bondissent pour sortir dans les pâturages, et les femelles, les pies gonflées, belles de douleur, le cyclope ne les ayant pas traites. Polyphème souffre de sa blessure ouverte, et son visage effrayant est maculé de sang. Il palpe le dos de chaque bête qui passe devant lui. J'avais raison, il est trop fruste pour deviner qu'un homme est attaché sous le poitrail. Mon bélier enfin se dirige lentement vers la porte de la grotte, tant il est alourdi par sa laine, mais aussi par le bon poids d'un homme rusé. Je vais enfin sortir quand soudain Polyphème retient son bélier. « Pourquoi es-tu le dernier à sortir aujourd'hui alors qu'habituellement tu es toujours le premier en pâturage, le premier à boire dans le fleuve ou à revenir dans l'enclos chaque soir? Aurais-tu pitié de moi? Ton maître a eu l'œil crevé par un homme perfide qui l'a enivré, un dénommé Personne qui, crois-moi, n'est pas encore hors de danger. Si tu pouvais parler, tu me dirais, toi, où il se cache, et je lui fendrais le crâne pour lui faire sauter la cervelle, et ainsi je serais vengé de ce que personne m'a fait. » Pendant qu'il parle ainsi au bélier, la jointure de mes doigts accrochée à la laine de son ventre est si douloureuse que j'ai peur de lâcher prise. Mais le cyclope pousse enfin le bélier dehors. Dès que nous sommes loin de la grotte, je me laisse tomber et je détache mes compagnons. Poussons le troupeau devant nous jusqu'au bateau. Il ne sera pas dit que je ne pillerai pas aussi Polyphème le cyclope. À bord du navire, ceux qui nous voient arriver de loin constatent vite que nous ne sommes plus que 6. Et apprenant la mort horrible de leurs compagnons, ils pleurent sans retenue. Embarquez le troupeau et levez l'ancre pour reprendre la mer. Aussitôt, les rameurs s'installent à leur place et le navire glisse, rapide, sur les eaux. Blessé dans mon orgueil, sans doute, ou ultime vengeance, dès que je suis encore à portée de voix, j'interpelle le cyclope. « Polyphème, mes compagnons que tu as tués avec tant de violence dans ton antre n'étaient pas ceux d'un lâche. Tu es aveugle, c'est le prix à payer pour tes crimes, toi qui dévores tes autres. Les dieux t'ont châtié. » De colère, Polyphème arrache la cime d'une grosse montagne et la lance sur nous. La roche tombe dans la mer juste à l'avant du navire, manquant de peu la proue. Mais sa chute provoque un énorme remous qui ramène dangereusement le bateau vers le rivage. Moi, de fureur, j'empoigne une gaffe et le repousse vite au large. « Dégagez le bateau !» Tous se ploient en cadence sur leur rame. Lorsque nous sommes beaucoup plus loin, j'appelle encore le cyclope. « Arrête, Ulysse, tu ne fais qu'augmenter la colère de ce monstre. Nous allons tous mourir, fracassés par les rochers. Et si le bateau revient au rivage cette fois, Polyphème nous fendra le crâne. » Peine perdue, il me supplie en vain. Je ne veux rien entendre. Je continue, sûr de moi, poussé par ma rancune. « Cyclope, si jamais quelqu'un, un mortel, te demande qui t'a crevé l'œil, dis-lui que c'est Ulysse, le fléau des villes. C'est lui qui t'a rendu aveugle. Ulysse, fils de Laërte et noble citoyen d'Ithaque. » Ainsi les prophéties de Télémos le devint s'accomplissent, gémit alors le cyclope. Il m'avait prédit ce qui vient d'arriver, mais je croyais, moi, qu'Ulysse était un fier guerrier, et non un lâche, un misérable, un petit homme de rien du tout, qui n'a réussi à me crever l'œil qu'en me faisant boire. Mais viens un peu, j'ai encore un cadeau pour toi. Attends que je demande la route de ton retour au maître des tremblements et des eaux, mon père. Écoute-moi, Poséidon, aux cheveux bleus couleur de mer. Si je suis vraiment ton fils, comme tu le prétends, empêche Ulysse, fléau des villes, de rentrer chez lui. Mais si c'est son destin de revenir dans sa patrie et de revoir les siens, que ce soit après bien des épreuves, sur un autre bateau que le sien, qu'il souffre jours et nuits,
que tous ses compagnons meurent, et qu'une fois chez lui, d'autres peines le poursuivent encore. Sa malédiction proférée, Polyphème arrache un autre bloc de pierre à la montagne et le lance à la mer, nous manquant encore de peu. Sur l'île voisine, près des bateaux, les équipages impatients attendent le récit de nos exploits. Comme preuve, je débarque les bêtes du Cyclope et nous en faisons aussitôt un juste partage. Mais mes fidèles compagnons d'armes tiennent à me donner en plus le bélier. Je le sacrifie sur la grève et l'offre à Zeus, lui qui règne sur le monde. Et, pour contrecarrer la malédiction de Polyphème, je fais aussi brûler la graisse de 2 cuisseaux d'agneau en l'honneur de Poséidon. Puisse-t-il accepter mon offrande? Ce soir, nous dormirons sur la plage, une fois encore, avant de reprendre la mer, heureux d'être encore en vie, mais affligés par la mort de nos 6 compagnons. Ulysse, comme chaque jour, se tient seul sous l'olivier. La chaleur oppressante envahit l'ombre. Les criquets dans les herbes se sont tus, et l'on dirait que la mer brillante est figée dans la moiteur de l'été. Les bateaux rentrent au port, les voiles affalées. Le ciel pousse ses nuages ardoises comme un troupeau menaçant. L'orage approche. Combien de fois cette image des hommes déchiquetés a-t-elle hanté Ulysse? Combien de fois a-t-il entendu leurs cris fous? Avait-il le droit de les entraîner vers cette mort horrible? Fallait-il vraiment attendre le cyclope dans la grotte et risquer d'être dévoré? Des fromages, des brebis et des chèvres, voilà le butin qui avait autrefois coûté la vie de ses 6 compagnons. Ulysse n'avait-il pas été dévoré lui aussi par son propre orgueil et aveuglé par son arrogance de guerrier victorieux, de héros de Troie? Pourquoi avait-il interpellé le cyclope, lui livrant en pâture son nom et compromettant ainsi ses chances de retour? À moins qu'il n'ait été naïf, les monstres transgressent toujours les lois des hommes. C'est pour cela qu'ils sont des monstres. Mais le pays des cyclopes rend aveugle, comme celui des lotophages fait perdre la mémoire. Au loin, l'orage gronde. Ulysse, sur le chemin du retour, presse le pas. Les feuilles claires des arbres sont brusquement arrachées. Le vent s'engouffre dans les ravines escarpées de la montagne. Il répond en hurlant au tonnerre. Qui, mieux qu'Ulysse, sait que les hommes parfois s'aveuglent eux-mêmes, et qu'il leur faut alors assumer seuls les conséquences de leurs actes? Il fait à peine jour lorsque Ulysse reprend le sentier de l'Oliveraie pour s'asseoir sur le rocher. Les chèvres sont encore dans les enclos. La pluie a raviné la terre trop sèche. Le vent a tourné. Avoir la force jusqu'au bout de ce voyage de retour. Ne rien oublier. Ni ce qu'il a fait de bien, ni ce qu'il a fait de mal. Rendre justice aux hommes et aux dieux. Tel est pour Ulysse, dans le petit matin brumeux, ce qu'il considère comme son devoir, afin que tous puissent juger l'histoire de sa vie.